Bonjour à tous. Vous avez forcément entendu parler de cet homme qui caractérise le plus sa France juste après ce gars. Oui, je parle bien sûr de Napoléon Ier, empereur des Français. En à peine 6 ans, il s'est bâti un empire s'étirant du sud de l'Espagne jusqu'aux frontières orientales de la Pologne. Cet homme est considéré comme un génie, et justement, nous allons nous demander jusqu'où va l'étendue de son génie. Était-il un homme simplement intelligent avec de la chance, ou bien un visionnaire comme on en a rarement vu? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Juste avant de commencer, je vous informe que vous pouvez répondre au sondage pour donner votre avis. Il n'y a pas longtemps, j'ai découvert cette interview qui parle justement du génie napoléonien. Son génie bénéficiait de tout un tas de choses qui n'étaient pas de son fait, et il rencontrait également des limitations. Le lien est en description. C'est ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Je n'ai pas été d'accord avec tous les points présentés par l'historien. De plus, il ne parle que de la partie militaire, alors que Napoléon a aussi fait énormément de politique économique et sociale. Bon, commençons. On va partir d'abord sur les points mis en avant dans l'interview. Le premier point qu'il avance, comme limite de Napoléon, est le fait que selon lui, Napoléon bénéficiait d'une armée qui était nombreuse quantitativement. L'armée française devient non seulement massive quantitativement. Pourtant, lorsqu'on regarde les plus grandes victoires de Napoléon, les Français étaient moins nombreux. Par exemple, à Austerlitz, les Français alignaient 70 000 hommes à peu près face à 100 000 coalisés. Pourtant, ce fut un succès sur toute la ligne. En réalité, la Grande Armée était nombreuse, mais moins que les forces alignées par la Russie, l'Autriche et le Royaume-Uni. Mais bon, comme dirait Laurent Henninger, mais animé d'un esprit offensif, agressif et avec un moral à toute épreuve, un moral en acier. Pourtant, d'où vient ce moral d'acier dont dispose l'armée française? Eh bien tout simplement de Napoléon. L'empereur réussit à motiver ses soldats à de nombreuses batailles, comme à Austerlitz avec cette célèbre phrase. Il vous suffira de dire j'étais à la bataille d'Austerlitz pour qu'on vous réponde voilà un brave. Et ce n'est pas la seule. Il y a aussi celle de la bataille des pyramides. Du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Et c'est de là que vient le moral d'acier de l'armée française. Il y a aussi l'esprit révolutionnaire, mais c'est surtout Napoléon qui forgea ce moral d'acier. Pour ce qui est de la nouvelle génération des généraux, encore une fois, c'est Napoléon qui a choisi ses généraux. D'ailleurs, il fait lui-même partie de cette vague de généraux compétents et d'excellente qualité. Bon, bien sûr, il n'a pas tout faux. C'est vrai que Napoléon n'aime pas laisser une partie du travail pour ses généraux, par manque de confiance en termes de compétences pour eux. C'est vrai que dans la campagne de Russie où Napoléon dirige une armée de 700 000 hommes qui s'étire de la Pologne à Moscou sur plus de 1200 km, il est impossible de le faire seul. Il faut laisser une part du travail aux généraux. Et c'est là l'une des premières limites du génie napoléonien. Le deuxième point où je suis d'accord avec lui, c'est sur le fait qu'après 10 ans de guerre de 1805 à 1815, le style de guerre de Napoléon, qui est principalement d'être mobile et de vivre sur le pays, de piller le pays conquis, ce style se fait connaître. En Russie, il était impossible de vivre sur le pays et de piller, car les Russes se repliaient en brûlant tout derrière eux. Le style de Napoléon se fait connaître, et il lui est donc difficile de combattre des ennemis qui peuvent anticiper ce qu'il va faire. Un troisième point où je suis d'accord avec lui, est sur le fait que la population finit par être lassée de la guerre. Eh bien oui, car de 1192 à 1815, la France se bat avec rage pendant près de 19 ans et dispose de 4 ans de paix. Prenons un autre pays par exemple, l'Autriche se bat 12 ans et dispose de 11 ans de paix. Donc la population en a assez de ces guerres qui n'en finissent plus. Et les soldats n'attendent qu'une chose, le retour au foyer. Un dernier point mis en avant par l'historien est que Napoléon a mis en place en France un régime conservateur. Ce qui est vrai, c'est un empire avec une dynastie. Mais Henninger met en avant le fait que Napoléon aurait dû se calmer au niveau des guerres. Mais en réalité, j'exagère peut-être un peu, mais Napoléon a beau être un militaire, il n'a jamais rien demandé. Il n'a jamais demandé la guerre envers l'Europe. En 1803, c'est le Royaume-Uni qui déclare la guerre à l'Empire français. En 1805, c'est l'Autriche qui envahit la Bavière alliée de la France. En 1812, juste avant la campagne de Russie, Napoléon a déclaré « Celui qui m'aurait évité cette guerre m'aurait rendu un grand service ». Cela montre à quel point Napoléon ne voulait pas la guerre en Europe, mais justement le retour au calme, la stabilité et la prospérité.
En fait, selon moi, ce qui aurait le plus mené au déclin et à la chute de l'Empire est le nombre d'ennemis qui s'accumulent, et justement le fait que son style de guerre devient connu. En plus, après 5 ans de guerre, Napoléon prend un peu la grosse tête et se sent tout puissant. Une dernière chose, la Russie est différente des autres pays que Napoléon a affrontés. Elle est immense, ne dispose que de peu de routes et l'hiver y est des plus froids. C'est un peu comme les Anglais qui d'une certaine manière se cachent dans leur île, ce qui mène inévitablement au désastre pour les forces armées de Napoléon. Maintenant on va arrêter de parler de l'interview et on va se demander en quoi Napoléon Bonaparte est un génie politique, social et économique. Alors rappelons-nous, juste avant la Révolution française, le peuple français avait faim. C'est l'une des plus grandes causes de cette révolution. Je crois qu'on va être tous d'accord là-dessus. Mais malgré la Révolution, le peuple continue d'avoir faim. En 1799, le pain coûte 2 fois plus cher qu'en 1789. Donc, malgré la Révolution, la crise économique reste totale. Cette révolution a surtout permis des avancées sociales. Puis vient donc Napoléon. En 1803, pour relancer l'économie, Napoléon lance une nouvelle monnaie, le franc germinal. Il crée la Banque de France et envoie des préfets pour organiser équitablement les impôts dans chaque département. En termes de conflits religieux, il signe avec le pape le Concordat en 1801, ce qui apaise enfin la population. Et enfin, il crée le Code Napoléon, l'actuel code civil qui a inspiré celui d'autres nations comme en Hollande, en Suisse, en Italie et en Allemagne. Et c'est ainsi que Napoléon réussira à sortir la France du bourbier économique dans lequel l'ancien régime l'y avait mené. Mais ça, on le verra plus en détail dans une prochaine vidéo. Alors, Napoléon était-il vraiment un génie? Eh bien, selon moi, vous me direz les commentaires et je regarderai les réponses dans le sondage. Napoléon est un génie sur toute la ligne. Infatigable, il a mené plusieurs réformes. Dans le domaine militaire, il réussit à s'imposer en Europe sans même déclarer une seule guerre, à part en Russie. Si tu as aimé la vidéo, parle-en autour de toi, abonne-toi, commente, like, et je vous retrouve le dimanche 28 juin à 18 h de nouveau. Alors je vous dis à tout de suite.